Yo tout le monde, bienvenue pour la première vidéo de la chaîne. J'ai décidé de faire comme première vidéo du gameplay. Cette chaîne, ça va être très concentré sur le gameplay. Et du coup, comme première vidéo, j'ai décidé de jouer à Crusader Kings, qui est un jeu de Paradox. Pour ceux qui ne connaissent pas, Crusader Kings, c'est un jeu qui se passe durant l'ère médiévale, le Moyen Âge et tout ça. Et en gros, c'est un jeu qui ne te donne pas un objectif clair. C'est toi-même, tu te fixes tes propres objectifs et ce que tu veux faire. Et en gros, là, sur ce jeu, tu peux décider de jouer qui tu veux, vraiment. On peut voir que c'est un jeu où il y a des nations, on va dire. Tu peux jouer n'importe quel dirigeant de n'importe quel territoire. Ça veut dire que vous pouvez jouer, par exemple, en France, ici, la Francie occidentale. Vous pouvez être le roi de la Francie occidentale. Mais vous pouvez être aussi, par exemple, laissez-moi trouver. Vous pouvez par exemple jouer, sinon, le comte, par exemple, un comte d'un territoire à l'intérieur de la France. Vous voyez? Vous pouvez jouer le roi, le comte, sinon vous pouvez jouer par exemple le duc. Vous pouvez jouer un duc. Et en gros, le jeu il a pas d'objectif. Peu importe ce que vous jouez, si vous êtes un roi, un duc, un comte, vous pouvez monter dans la hiérarchie. Donc vous pouvez passer d'un comte à un roi ou même à un duc. Vous pouvez de duc devenir roi et vous pouvez être roi aussi et descendre au niveau de duc ou même de comte. C'est possible, c'est possible. Après, ça va dépendre de ce qui va se passer et de votre niveau sur le jeu. Moi, je suis pas un joueur expérimenté en soi, je suis un nouveau joueur. Ça, c'est vraiment une partie où je promets pas de faire de grandes choses. Moi, j'ai décidé de commencer comme comte dans la péninsule ibérique parce que, je sais pas, il n'y a pas vraiment de raison. Je voulais juste être au cœur justement de la Reconquista qui a eu lieu à cette époque-là justement. Et en fait, ça va être quoi du coup l'objectif que moi je vais me fixer? Parce que justement, le jeu il te donne pas d'objectif, c'est toi-même qui décides ce que tu vas faire. Moi, j'ai décidé déjà de devenir roi, d'essayer de libérer toute la péninsule ibérique. Et en fait, moi j'ai commencé mon perso, ce perso-là, je suis comte justement du coup comme j'ai dit. Cependant, j'ai 0 ans. En gros, parce que je suis né le 1er janvier 867 et on est le 1er janvier 867. Ça, c'est un personnage que j'ai créé, c'est pas un personnage du jeu. Quand vous choisissez un territoire, vous pouvez décider de jouer avec le dirigeant qui est présent déjà ou de créer un nouveau personnage. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné quelques traits. Bon, ça, ce jeu, il est un peu complexe, donc franchement, je vais vous montrer les choses au fur et à mesure du gameplay. Mais en gros, là c'est l'interface où il y a notre personnage. On voit son nom. Je l'ai nommé JP, bah mes initiales quoi. Du coup, notre âge, on a 0 ans parce que j'ai commencé enfant. Ça, c'est les traits qu'on a. Du coup, généralement, les traits, les personnages développent pendant leur enfance. Et chaque trait va te donner des compétences et des malus selon le type de trait. Et ici, on a des traits, on va dire. Ah, mais tiens, ça c'est. Ah non, ok. En fait, j'ai mis trop de traits sur ce personnage et je crois que du coup, le jeu, là, il diminue la taille des traits pour pas que ça prenne trop d'espace et que ça rentre tout dans le cadre, vous voyez. Mais ça, en gros, c'est aussi des traits comme cela. Après, il y a d'autres types de traits qui restent ici de ce côté-là. Et je vais vous montrer après, justement. Ici en bas, on a les compétences. Donc, on a 6 types de compétences dans le jeu. On a la diplomatie, la martialité, l'intendance, l'intrigue, l'érudition et la prouesse. En gros, chaque compétence va te permettre de faire quelque chose. Par exemple, la diplomatie, c'est surtout pour faire des traités et généralement
Il y a beaucoup d'événements où tu utilises ton intendance, justement. Il y a la martialité où justement c'est pour te donner des bonus avec ton armée en augmentant le nombre de chevaliers par exemple. Et ça te donne aussi plus de chances de gagner un combat, ça te donne plus de sécurité, tout ça. Ensuite on a l'intrigue. Désolé, comme je disais, l'intendance, ça te sert à justement à gérer des domaines. En gros, dans le jeu, vous avez un système de domaines qui est la quantité de territoire que vous pouvez contrôler. Il y a une limite et à partir d'une certaine limite, vous devez donner ces terres à d'autres personnes pour qu'ils administrent justement à votre place. Ensuite, vous avez l'intrigue qui sert à faire des complots. Vous pouvez faire des complots contre des personnages. Et il y a l'érudition qui sert à augmenter la vitesse de recherche. Il y a une espèce de système de recherche dans le jeu. Plus vous avez un niveau d'érudition élevé, plus la vitesse de recherche sera grande. Et aussi, l'érudition, ça vous sert à gagner beaucoup de piété. C'est une autre ressource que je vais vous montrer après. Et en général, quand vous avez un personnage avec un haut niveau de érudition, généralement, vous êtes très apprécié par le chef de la religion que vous avez. Et généralement, ça vous donne du coup certains avantages, on va dire. Vous avez la prouesse qui en fait détermine justement le niveau de combat de votre personnage. Plus la prouesse est élevée, plus votre personnage sera un meilleur combattant, justement. Vous pouvez être chevalier, vous pouvez aller au combat avec votre personnage et tout. Après, il y a toujours le risque de mourir, donc c'est quand même un peu déconseillé. Ça dépend si vous voulez aussi tuer votre personnage parce que il peut y avoir une raison. Vous pouvez faire ça et du coup, c'est un bon moyen de se débarrasser de lui. Mais en général, voilà, la prouesse c'est juste pour le combat, ce qui est quelquefois déconseillé justement. Ici, vous pouvez voir du coup la religion de votre personnage. On peut voir qu'on est catholique, foi chrétienne organisée et tout. On peut voir la culture de notre personnage et ça va faire partie. En fait, c'est deux choses. Ça va faire partie du défi justement que je me suis donné moi-même. On est du coup d'une culture wisigothe. C'est enfin la culture de notre personnage, c'est wisigothique. Là, on peut voir la maison dans laquelle notre personnage fait partie. Comme c'est un personnage que j'ai créé, c'est pas un personnage qui existait déjà. On peut voir que les membres vivants dans cette maison, il y en a qu'un. C'est moi. Donc, techniquement, si mon personnage il meurt avant d'avoir par exemple des enfants, bah en fait on perd la partie parce que dans ce jeu, il faut savoir que même si on est dans un système féodal, donc on est roi ou comte ou duc, le personnage qui prendra la relève dans la ligne de succession, il est généralement notre enfant, mais il peut ne pas être notre enfant. Ça peut être par exemple un parent à nous ou un membre de la famille. Voilà. C'est pas obligé que ce soit notre fils qui prend le relais dans la ligne de succession. Et justement, pour que vous continuez la partie et que vous ne perdez pas, bah en fait tout, généralement la personne qui va prendre la relève doit faire partie de votre famille. Si tous vos territoires sont pris par une personne qui fait partie d'une autre famille, vous perdez la partie. Littéralement, c'est un jeu qui n'a pas de victoire, par contre, il a une défaite. Voilà. Il faut que vous ayez des membres de votre famille en vie pour continuer la partie. Donc voilà, là c'est notre famille. Ici on a des ressources qui apparaissent ici en haut. Après il y a d'autres trucs qui apparaissent pas. Par exemple, ça c'est la légitimité. En gros, ça c'est un système que j'ai pas encore très bien compris, mais en général, de ce que j'ai capté, c'est que il faut le maintenir élevé. Plus il tombe en fait, plus votre niveau de légitimité est bas,
plus vous allez avoir de problèmes, plus je crois vos vassaux ils voudront se rebeller et tout. Donc comprenez juste qu'il faut essayer de le maintenir le plus élevé possible. Ici on a la redoutabilité en gros. Pour avoir de la redoutabilité, il faut généralement exécuter des personnes. Ça, vous pouvez le faire grâce à des événements ou en tuant les prisonniers que vous faites après des guerres. Plus la redoutabilité est élevée, moins vos vassaux voudront se rebeller et moins du coup vous aurez des factions dans votre territoire qui essaieront justement de soit renverser le pouvoir, soit de devenir indépendant et tout ça. Ici, vous pouvez voir la quantité de soldats qu'on a, c'est justement ici, c'est marqué en haut. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est les soldats qu'on a. Si on reste ici avec la souris, on peut voir les types d'unités qu'on a, mais il y a un autre onglet ici, le militaire, où on peut voir ça aussi, c'est plus facile. Et pour ces ressources-là, en gros, ça c'est l'or. On utilise pour faire de nouvelles unités, construire des bâtiments et on peut aussi faire des cadeaux à d'autres personnages pour augmenter la réputation qu'on a envers eux. Par exemple là, on a un régent. Ça veut dire qu'il y a une personne qui partage le pouvoir avec moi. Pourquoi? Parce que je suis enfant. Du coup, voilà, logiquement, je peux pas régner tout seul. On a un régent et notre régent, il a une opinion positive envers nous de 46 et je pourrais, si je voudrais, lui faire un cadeau avec de l'or pour augmenter son opinion envers moi. Il faut savoir que l'opinion c'est très important parce que plus l'opinion est élevée, plus ce personnage, en gros, il sera, on va dire, loyal. Donc plus, au, enfin, moins l'opinion du personnage envers nous est élevée, bah en fait, plus il a de chances de rejoindre des complots pour, par exemple, tenter de nous assassiner. Donc, c'est bien de prendre des personnages qui sont importants, généralement des personnages qui sont dans votre conseil, qui est une autre chose que je vais vous montrer après, et surtout des personnes qui font partie de votre famille. C'est bien d'avoir une bonne relation avec eux, parce que s'il y a une tentative d'assassinat contre vous, au moins vous savez que ces personnes-là vont pas comploter contre vous, parce que s'ils le font, la probabilité que vous mourrez, elle est très grande, très proche des 100%. Donc c'est bien de faire attention à ça. Ici, on peut voir justement qu'est-ce qu'on est nous. Donc nous, on est un comte. On a le comté de Benavente. On a juste un titre, voilà. Ça, c'est les domaines. On peut voir ici en haut aussi. Donc c'est la quantité de propriétés qu'on peut gérer. Cette quantité, elle dépend du niveau d'intendance qu'on a. Plus on a d'intendance, du coup, plus on peut contrôler des propriétés. Et voilà, ici après, on a tout ce qui est parents, enfants, frères et sœurs. Évidemment, là, il n'y a rien parce que comme j'ai dit, j'ai créé ce personnage. Donc, c'est comme si en fait, il avait pas de famille. Voilà, c'est lui le premier de la maison, c'est lui qui a tout commencé. Ici, on a des relations du coup en dehors de la famille. Donc, on a un régent. On peut avoir un tuteur et ça va être très important pour nous pour augmenter nos compétences du coup grâce à l'éducation. On peut avoir des amis, on peut avoir des rivaux, des petites brutes, donc des personnes qui nous harcèlent. Et un souffre-douleur, ça je sais pas ce que c'est, ça c'est nouveau. On peut avoir des personnes aussi justement pour qui on a le béguin. Après bon, c'est pas très utile. Et aussi on peut, je sais pas si ça apparaît ici normalement, peut-être pas, mais on peut avoir voilà une femme ou un mari selon le personnage qu'on a. On a des courtisans, donc c'est des personnes qui sont dans notre cour, qui font partie de notre cour justement, de notre royaume, on va dire. Et on a aussi des sujets, mais bon, on n'a pas de vassaux, donc il y aura rien normalement. Ensuite, du coup, bah voilà, vous avez vu ce premier épisode, ça va vraiment être de l'explication. Mais c'est bien de bien expliquer le jeu parce que c'est un jeu vraiment complexe. Ici, on a justement des notifications qui apparaissent de temps en temps. Ces notifications-là, en violet avec un point d'interrogation, je m'en fous parce que c'est juste
des mini tutos, on va dire, qui donnent sur le jeu. Moi, je connais le jeu, donc il n'y a pas besoin. Ensuite, là, il y a une notification, voilà, on n'a pas d'héritier, c'est pas grave. Bah, de toute façon, c'est normal, on est un enfant. Ici, on peut voir d'autres notifications qui restent enfin, qui restent pour toujours, on va dire, jusqu'à ce qu'on les accomplisse ou qu'on décide de les enlever ici. Voilà, on peut stationner des régiments d'hommes d'armes, ça on va voir après. On peut déclarer une guerre, bon, on va perdre la guerre, hein. On peut voir qu'il a 1500 soldats, on en a que 300, ça sert à rien. Ça, je sais pas trop ce que c'est, et là c'est juste pour dire qu'on n'a pas de chevalier, mais c'est pas grave pour l'instant. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Bah là, on a l'onglet du pays. Là, du coup, on voit notre pays, on est un comté. On est du type féodal. Voilà, on est une féodalité. La taille du pays. Le seigneur lige, ça veut dire notre suzerain. C'est le roi du royaume d'Asturie, justement. Là, bah, justement, il y aura les propriétés qui vont être montrées. Pour l'instant, on n'en a qu'une, c'est le comté de Benavente. On a ensuite l'onglet des sujets. Là, on n'a pas de vassaux, donc il n'y aura rien. Mais en gros, quand on aura des vassaux, bah, ils seront tous montrés ici. On a des lois qui, en gros, servent juste à augmenter l'autorité de la couronne. Donc, plus on a une autorité élevée, plus on gagne de bénéfices, généralement en termes de ressources, mais plus on perd aussi d'opinion envers nos vassaux. Parce que, évidemment, plus l'autorité est grande, plus techniquement un, on est un monarque absolu. Bah, justement, l'autorité la plus élevée, c'est la couronne absolue. Donc voilà, vous voyez en gros le truc. Ensuite, on a les lois de succession. Ça veut dire qu'en gros, comment ça va fonctionner quand mon personnage il va mourir. Donc là, on a plusieurs types de lois qui vont nous dire comment est-ce que quelqu'un va prendre le relais dans la ligne de succession et tout ça. La loi de base que je pense pratiquement toutes les nations commencent, c'est la partition confédérée, qui en gros, euh, elle permet en gros de multiples héritiers du pays. Ça veut dire que on peut voir qu'il y a deux grandes catégories principales, des héritiers multiples et un héritier unique. Pour les héritiers multiples, il y a trois types de lois. Peu importe celle qu'on choisit, il y aura toujours plusieurs héritiers. Ça veut dire que si j'ai plusieurs enfants, ils vont tous hériter d'au moins un truc. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que ça veut dire que quand vous allez décéder, vous allez jouer avec votre héritier principal. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous n'allez pas hériter de toutes les terres que votre père contrôlait, justement. Voilà, c'est pas incroyable. Voilà, et en gros, justement, dans la loi qu'on a maintenant, on peut voir que mes titres vont être repartis à part égale entre mes enfants et de nouveaux titres peuvent être créés pour les plus jeunes. Voilà, mes titres vont être répartis et en plus de ça, on peut créer des nouveaux titres pour les enfants qui vont justement naître avant ma mort. Il y a la partition normale où en gros mes titres vont être repartis de manière égale avec mes enfants. Mais du coup on peut pas créer de nouveaux titres pour les plus jeunes héritiers qui vont apparaître au fil du temps. Et il y a la haute partition où la plus grande partie justement de mes titres vont revenir à l'héritier principal, donc l'héritier du joueur. Mais il y aura quand même un reste qui va être réparti entre mes enfants. Voilà. On va dire, dans la catégorie des héritiers multiples, je dirais que c'est la meilleure vraiment des lois. Ensuite, pour les lois d'héritier unique, on a la primogéniture où en gros celui qui va me succéder c'est l'aîné, c'est l'enfant aîné. Ici c'est l'enfant le plus jeune et ici c'est le membre de la famille, enfin le membre de la maison le plus âgé. Ce qui en gros, j'ai un peu l'impression, je suis jamais arrivé à ce stade d'appliquer ces lois-là. J'ai un peu l'impression que c'est inutile. J'ai pas envie de jouer avec un mec qui a 80 ans. Ça, c'est un peu inutile, quoi.
Moi, je dirais que en vrai, en vrai, je pense jouer avec l'enfant le plus jeune, c'est quand même mieux parce que tu as plus le temps d'organiser tes territoires et tout, et de prendre de bonnes décisions, et aussi de techniquement former ton personnage avec justement des traits qu'il va acquérir pendant l'enfance et tout ça. Mais de toute façon, pour appliquer ces lois-là, il nous faut faire des recherches avant pour débloquer déjà l'option de choisir ces lois. Et même si on est une monarchie, il y a un système de vote où quand on aura des vassaux, justement les vassaux les plus puissants, ils vont devoir voter pour changer ces lois-là. Ensuite, il y a la loi on va dire de la préférence de sexe pour voir qui va succéder le trône. Donc pour l'instant, comme la plupart des pays européens en tout cas, on a une préférence masculine. Donc quand mon personnage aura des enfants, il peut avoir plusieurs filles et un seul gars. Le gars, normalement, il va hériter de tout. Les filles, elles vont hériter de rien. Là, on peut avoir homme seulement. Ça veut dire que même si on a que des filles comme enfant, si mon personnage y meurt, normalement, c'est game over. Même si j'ai des filles qui peuvent succéder, avec cette loi-là, elles ne peuvent pas, justement, et du coup, c'est game over. Là encore, elles peuvent. Si j'ai que des enfants filles, si je meurs, il y a une de mes filles qui va succéder. C'est juste qu'en fait, j'aurai des pénalités de relation avec les vassaux et les membres de mon territoire, justement, de mon royaume, de mon comté, etc. On peut mettre l'égalité des sexes, donc peu importe qu'est-ce que j'ai comme enfant, que le sexe de mes enfants, chacun va hériter de quelque chose. Après, il y a la même chose, préférence féminine et femme seulement. Mais pour tout ça, comme pour les lois de succession, bah en fait, il faut faire des recherches. Si je me trompe pas, il faut faire des recherches pour ces lois ici aussi. Et il y a une votation qui se fait au cas où on a des vassaux. Ensuite, il y a la succession. Bah là, en fait, on n'a pas d'héritier, donc il est en train de nous dire que si on meurt, on va perdre des titres qui vont revenir au roi d'Asturie, justement. Mais quand on aura un héritier, bah, il va être marqué ici et il y aura tout détaillé de quels sont les titres que lui il va hériter, justement. Ensuite, on a l'anglais militaire, où en gros, on peut voir notre armée. On peut voir que déjà, l'armée, elle est divisée en quelques catégories. Tout d'abord, on a les soldats qui sont des levées. Enfin, il y a les soldats totaux. Dans ces soldats, il y a des levées qui sont en gros l'infanterie de base, on va dire. C'est des paysans où on leur donne des armes et ils partent à la guerre. Ensuite, on a des chevaliers qui sont des unités, on va dire, d'élite. C'est des paysans qui sont devenus soldats et qui ont un entraînement voilà, beaucoup plus compétent que les levées. Et on a aussi des unités, on va dire, spéciaux, où en gros, c'est une unité qui a un équipement spécial pour contrer une autre type d'unité. Par exemple, du coup, ces unités-là, elles contribuent pour les soldats totaux que j'ai dans mon royaume. Mais en plus de ça, par exemple, comme nous, on a une cavalerie, on peut voir que la cavalerie, elle est très, très utilisée pour contrer des archers. Donc si il y a un pays qui a des archers dans leur armée, bah nous, on va avoir du coup justement un bonus d'attaque contre ces archers parce qu'on a de la cavalerie. Donc c'est comme si on annulait ces archers parce que justement on a une unité qui peut les contrer. Du coup, il y a un système de voir quel type d'unité mettre dans mon armée parce que chaque unité contre une autre type d'unité. Donc il faut bien analyser les unités que ton ennemi a pour monter ton armée. Mais aussi on a des unités qui ne sont pas spécialement faites pour combattre, mais qui sont très fortes par exemple pour assiéger des propriétés, par exemple les onagres. Ce sont des unités du coup qui ne sont pas spécialement fortes pour le combat,
mais elles augmentent l'efficacité du siège en augmentant la vitesse. Quand tu as des onagres dans ton armée, la vitesse d'assiègement, elle augmente. Par exemple, là, si je mets des onagres, la vitesse, elle va augmenter de plus 0,2 par jour. Et après, ce bonus, c'est pas juste 0,2 par jour. En fait, quand tu sièges une province, normalement, si t'as pas d'onagre, elle va prendre des mois. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois pour tomber. Mais quand tu as des onagres, cette vitesse elle augmente plus que juste plus 0,2 par jour. C'est plus que ce qui est marqué ici. Parce que les onagres, ils ont une compétence, c'est qu'ils peuvent casser les murs de la propriété que tu es en train d'assiéger. Et quand tu casses les murs, en fait, il y a une grosse réduction justement dans le temps nécessaire pour assiéger la propriété. Et c'est pour ça que les onagres, ils sont vraiment cheatés. C'est vraiment des unités où tu es censé en avoir partout. Ça t'aide vraiment pour assiéger vite d'autres propriétés. Et en fait, justement, on avait une notification ici où on pouvait stationner des hommes d'armes. En fait, c'est les unités. On peut voir qu'elles sont non stationnées dans une propriété. Vous devez les stationner. En fait, quand vous les stationnez, vous gagnez des bonus. Par exemple, là, on va gagner plus 6,6 de dégâts et plus 4,5 de défense. Le problème, c'est que euh, en fait, on a deux unités, mais on a qu'une province. Donc, on peut pas stationner les deux pour le moment. Il va falloir que je prenne une autre propriété pour ensuite pouvoir stationner ma deuxième unité, justement. Du coup, voilà pour l'onglet militaire. Ici, on peut créer de nouveaux régiments. Ici, on a un point de ralliement. Ça veut dire que c'est là où votre armée, elle va spawn. On peut voir que le point de ralliement, il était déjà ici, dans la propriété plus au nord. Un renforcement mensuel, ça veut dire que ici, à chaque fois que vous allez avoir de l'argent en positif et que vos unités elles vont prendre des dégâts, bah à chaque mois, vous allez restaurer, c'est comme ça qu'on dit, vous allez restaurer les unités perdues en échange d'argent. Donc c'est toujours bien en temps de guerre d'avoir de l'argent de côté, comme ça vous pouvez soigner vos unités. Ensuite on a le conseil. Ah, ici, je vous ai pas montré, mais il y a des mercenaires qui sont une certaine quantité d'unités que vous pouvez recruter en échange d'une certaine somme d'argent. Et en général, elles restent en votre possession pendant 3 ans. En gros, c'est ça. Vous avez des mercenaires spéciaux. Et plus tard, on aura des ordres sacrés, justement des ordres sacrés catholiques, parce qu'on est catho. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ensuite, on a l'onglet du conseil. En gros, le conseil, c'est des postes qui vont être occupés par des personnes de votre territoire. Et en gros, chaque personne, elle va avoir une mission à accomplir. Par exemple, là, on peut voir que le chancelier, il peut pour l'instant gérer les affaires intérieures ou gérer les affaires étrangères. Peu importe ce que je mets, là, il va pas donner de bonus parce qu'en fait, il a une compétence de 0. Donc il est vraiment inutile. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de personnages dans notre territoire. Et on peut voir qu'ils sont pratiquement tous déjà en train d'occuper un poste, sauf un mec qui n'a pas de poste. Lui, c'est juste un courtisan. Et pourtant, lui, il a des capacités qui sont plus que 0. Pas comme ces 4 cons qui sont là. Du coup, lui, je vais devoir le mettre dans un de ces 4 là, dans celui qui va généralement mieux me servir. Et en vrai, j'ai envie de le mettre là justement parce que je vous ai dit que j'avais un objectif qui est en lien avec ma religion et ma culture. Mon but, c'est de propager ma religion et ma culture le plus possible jusqu'à la fin de la partie, qui est 1500. Le jeu, il va de 867 à 1500. Et moi, mon but, c'est de propager ma culture et ma religion le plus possible, juste pour le RP, vous voyez, juste pour le RP. Et justement, le chancelier, il peut faire 3 choses. Il peut collecter des impôts, ça nous donne plus d'argent. Augmenter le développement comptable. Le développement comptable, ça sert à nous donner de l'argent et de lever et tout ça.
Généralement, le développement comptable, il est toujours à 100%, donc je sais pas quand est-ce qu'il faut exactement utiliser cette compétence. Mais une autre compétence qu'il a, c'est de promouvoir la culture. Donc nous, notre personnage, rappelez-vous, on est de culture visigothique. Par contre, notre territoire, il est de culture astur-léonaise. Donc nous, on va justement promouvoir notre culture sur notre province. Et on va devenir justement le premier territoire de la péninsule ibérique à être 100% visigothique. Et ça va faire partie justement de mon objectif. C'est pour ça qu'on va le faire. Ensuite, on a l'évêque qui sert juste à améliorer les relations religieuses. Donc ça nous donne plus de piété. La piété, on l'utilise pour, pour demander de l'argent au chef de notre religion et pour prendre certaines décisions aussi. Sinon, il peut fabriquer des hameçons. Ça veut dire qu'il fabrique pas des hameçons, des revendications. Ça veut dire que je peux fabriquer une revendication sur un territoire. Comme ça, je pourrais lui déclarer la guerre et annexer le territoire. Et il peut aussi convertir des comtés au cas où j'ai un comté qui fait pas partie de la même religion que moi. Ensuite, on a le maréchal qui sert à former des commandants, ce qui va nous donner plus de bonus en général pour, nos chevaliers et nos unités. Sinon, on peut améliorer l'organisation de l'armée justement, où on va augmenter la taille de la garnison, le taux de renforcement d'élever en plus 1%. Mais ça, c'est parce qu'on a vraiment un niveau de martialité nul, quoi. Du coup, les bonus, voilà, c'est rien du tout. Mais quand on aura un maréchal avec un bon niveau, là, ça va être intéressant de faire ces trucs-là. Il peut aussi augmenter le contrôle comptable. Donc, généralement, après un assiégement ou un certain type d'événement, vos territoires perdent enfin, le contrôle diminue dans vos territoires. Et donc, faut à chaque fois l'augmenter. On a le maître espion. C'est celui qui va empêcher des complots contre nous. C'est aussi lui qui va soutenir les complots qu'on va faire. Ça va augmenter la probabilité de réussite de nos complots. Et ils peuvent aussi chercher des secrets pour qu'on puisse, par exemple, faire chanter quelqu'un en échange d'une faveur. Ou même pour qu'on puisse révéler le secret de quelqu'un afin de pouvoir, par exemple, emprisonner la personne parce que c'est un criminel. Voilà, c'est possible. Le conseil du seigneur Lige, bah du coup c'est le conseil de notre suzerain, ça sert à rien de le voir en vrai. Ensuite on a les courtisans, du coup là c'est d'autres professions qu'il y a dans votre royaume. En gros, je les ai pas toutes vues, mais de ce que j'ai vu déjà, il y a le médecin, ça va vous aider à vous protéger vous et votre famille en temps d'épidémie, parce qu'il y a des épidémies dans le jeu. Ensuite, il y a le maître caravanier, c'est lui qui va vous donner certains bonus au moment de faire des voyages, parce que vous pouvez voyager avec votre personnage à certains endroits de la map. Vous avez les courtisans, donc c'est tous les personnages qui apparaissent, qui sont dans votre territoire. On peut les voir ici aussi, comme je vous avais montré, c'est la même chose. Ensuite, on a aussi la possibilité d'inviter des chevaliers, parce que comme vous avez vu là, on a peu de chevaliers, on a littéralement 0 sur 3. On a la possibilité d'inviter des chevaliers pour avoir des meilleurs chevaliers ou pour augmenter la quantité de chevaliers et ainsi améliorer la qualité de notre armée. Et on a des prisonniers où on va aller voir en temps de guerre quand on va avoir des prisonniers. On a l'onglet de l'intrigue en gros. Ça, il y aura tous les complots qu'on va être en train de faire. Généralement, vous pouvez faire deux types de complots en même temps. Un complot hostile, ça veut dire assassiner quelqu'un. Bah, je pense que ça peut que être assassiné. Ça dépend de votre personnage. Mais en général, ça va être surtout assassiner quelqu'un. Et un complot personnel du type influencer quelqu'un pour qu'il vous aime mieux, séduire quelqu'un pour coucher avec, vous pouvez aussi le faire. Et là, il y a les complots secrets découverts, ça veut dire des complots que votre maître espion a découverts dans la cour. Ça peut être des complots qui sont contre vous,
ou des complots qui sont contre un autre personnage. Et là, vous avez les hameçons, ça veut dire que quand vous découvrez un secret sur quelqu'un, que ce soit à travers des événements ou à travers votre maître espion en lui disant de chercher des secrets, et bien là, vous allez voir justement toutes les personnes avec qui vous détenez justement un hameçon. C'est-à-dire vous avez découvert un secret et vous l'avez fait chanter. Et elle a accepté, bien sûr, parce qu'il faut que la personne l'accepte. Et du coup, là, vous voyez les personnages que vous allez avoir en hameçon. Euh, les secrets que moi je connais des autres personnages. Et du coup, là, il y aura deux options. Faire chanter. S'il accepte, on a un hameçon. S'il n'accepte pas, on a une autre option qui est révéler. On peut révéler le secret. Et selon le type de secret, soit le personnage va perdre euh, l'opinion de l'opinion envers justement d'autres personnes, soit il peut même être considéré comme un criminel. Et dans ce cas-là, vous pouvez l'emprisonner légalement. Vous pouvez voir aussi des personnes qui détiennent un hameçon contre nous, parce que évidemment nous, bah on va commettre quelques quelques crimes quoi. On peut tuer des gens, on peut faire des choses qui sont pas acceptées par notre religion. Et du coup, bah on peut se faire on peut se faire ouais découvrir. Et du coup, il y aura des gens qui peuvent avoir des hameçons contre nous. Et là, il y a tous nos secrets. Ça veut dire, bah, je pense que c'est des choses qu'on va faire durant la partie. Par exemple, si je tue quelqu'un, je pense que ça va être marqué ici que je suis meurtrier. Par contre, ça va pas être marqué là, à moins que quelqu'un découvre que je suis meurtrier. Voilà. Ensuite, on a l'onglet des factions. Donc ça, c'est toutes les factions qui peuvent se former contre nous. Ça peut être des factions d'indépendance ou des factions qui vont avoir comme objectif de faire un coup d'état, donc de mettre quelqu'un d'autre sur mon trône. Et on peut voir aussi des factions contre le Seigneur Lige, donc contre notre suzerain, dans lequel on peut créer une faction ou même rejoindre une faction. C'est possible. Ensuite, on a des décisions. Par exemple, là, on peut former le Portugal. Ça, c'est parce que bah, justement, on est dans la péninsule ibérique et qu'on est catholique. Je pense qu'il faut être catholique pour former le Portugal. Sinon, on peut fonder un duché, on peut restaurer le Saint-Empire romain, c'est possible. Mais ça, c'est parce qu'on se trouve dans une région proche de l'Empire romain. Sinon, bah, on pourrait pas. Si on est en Asie, ça sert à rien que j'aurais pas cette option, quoi. Ensuite, on a d'autres décisions. Commander un artefact, ça nous donne des bonus. Développer la capitale, bonus aussi. Adopter la culture locale, donc là on change de culture. Ce qui bah on va jamais le faire justement. On peut recruter un poste à la cour. Ça veut dire on peut avoir un médecin. On peut recruter ici un médecin, un maître caravanier, etc. Et on peut inviter des chevaliers. Il y a la décision ici aussi. Ensuite, on a l'onglet des activités. C'est des activités qu'en échange d'argent on peut organiser. Chaque activité, bah, il y a une récompense. Par exemple, là, on gagne de l'opinion. Là, on va gagner de la piété, légitimité et du stress. Et bon, voilà quoi. Chaque événement nous donne quelque chose de différent. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas remarqué. Je crois que je vous ai pas tout dit ici en haut. Je vous ai pas parlé du prestige. Le prestige, c'est ce qui va nous servir à créer des titres. Donc des duchés, des royaumes et même devenir un empire. Et vous l'utilisez aussi dans certains événements. C'est utile. Ici, c'est la renommée, donc c'est pour notre dynastie, donc notre maison. Avec certains points de dynastie, on va pouvoir choisir des récompenses qui vont être des bonus permanents pour les membres de notre maison. Donc ça, c'est très intéressant. On va voir ça quand on en aura. Ici, je vous ai montré. Et là, il y a la cour royale, mais ça, c'est quand on sera indépendant et quand on sera un royaume. Donc, on va pas avoir ça pour le moment. Ici en bas, il y a le portrait de notre personnage, ou si on clique, bah, il y a cette fenêtre qui apparaît. Ici, vous avez un intérêt d'éducation. Par exemple, là, ça va que apparaître lorsque vous êtes un enfant. Où vous pouvez choisir dans quel domaine vous voulez vous spécialiser. Moi, je vais me spécialiser en érudition parce que c'est là où mon personnage il est le plus fort. Ensuite, vous avez l'inventaire.
où vous aurez des artefacts qui vont apparaître ici. Vous pouvez les équiper pour gagner des bonus ou les détruire pour gagner de l'argent. Vous pouvez aussi les offrir comme cadeau pour gagner de l'opinion envers quelqu'un. Ensuite, vous avez le partage de pouvoir où justement, quand vous avez un régent, bah, vous partagez le pouvoir avec lui. Et il faut essayer de garder le pouvoir le plus possible pour vous. Et pour ça, vous pouvez faire pencher l'équilibre en ma faveur, etc. Vous pouvez voir aussi le partage de pouvoir du Seigneur Lige, mais ça, c'est inutile. Voilà. Ici, vous pouvez voir le niveau de stress. À chaque fois que vous augmentez le niveau de stress, entre du coup 0 et 3, votre personnage peut gagner un trait qui qui peut être justement... comment on dit? Qui peut ne pas être bon pour vous. Ou sinon, il peut gagner encore plus de stress. Et évidemment, quand vous atteignez le niveau 3 de stress, je crois que votre personnage il se suicide ou il abdique du trône. En tout cas, il y a une décision vraiment qui va détruire votre personnage, quoi, qui va apparaître et vous serez forcé de la choisir. Donc il faut toujours maintenir un niveau de stress bas. Le stress, vous gagnez selon un événement ou une action que vous faites. Et ça dépend aussi des traits de compétences que vous avez. Par exemple, est-ce que j'ai un trait de compétence qui me... Bah déjà, j'ai un trait de compétence, voilà, appliqué qui augmente la perte de stress de 50%. Donc, ah bah non, bah ça, du coup, ça m'aide à perdre plus de stress. Au cas où il y a un événement où je perds du stress, bah je vais... Ah non, merde, j'ai mal vu. Là, le trait appliqué, il diminue la perte de stress de 50%. Ça veut dire que s'il y a un événement qui me permet de perdre du stress, bah en fait, je vais perdre 50% moins de stress que je perdrais normalement en faisant l'action qui m'est donnée. Mais on a du coup des traits qui vont augmenter, par exemple là, ambitieux, ça augmente le gain de stress de plus 25%. Donc on peut voir que mon personnage, il peut facilement gagner du stress et difficilement en perdre. Ça, c'est un problème. Ensuite, ici, on peut voir la légitimité, comme je vous ai dit. Ouais, je vous ai dit. Du coup, je sais pas trop comment elle fonctionne, mais comme je vous ai dit, le but c'est toujours qu'elle soit le plus élevée possible. Ça vous donne des bonus et ça vous évite des situations problématiques. Ici, on peut voir notre comté où on peut voir la ligne de succession. Pour l'instant, on n'a pas d'héritier, donc c'est le roi qui va hériter au cas où on meurt. Et voilà, là, il y a une province qui fait partie de notre comté. C'est cette province plus au sud. C'est du coup l'évêché de Alba. On peut voir les titres dans lesquels notre territoire fait partie. Il fait partie du duché de Léon, du royaume d'Asturie et de l'empire d'Hispanie qui n'existe pas évidemment. Mais vous pouvez créer un empire et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et après, ces autres informations-là, c'est pas vraiment utile. Vous n'avez pas besoin de les retenir. Ici, on peut voir du coup notre maison, où en gros, on voit le chef de notre maison, c'est notre personnage principal. On peut voir qu'il y a un seul membre vivant, et plus tard, quand on aura beaucoup de membres, on va pouvoir voir l'arbre généalogique, c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. On peut aussi voir la quantité de membres, la quantité de maisons. Ça, j'ai pas compris. On peut avoir plusieurs maisons. Ça, c'est nouveau. Ça, je savais pas. Et ici, on peut voir justement les bonus qu'on peut mettre dans notre dans notre maison. Et ça va dépendre justement du point de renommée de la dynastie qu'on a. Donc, on peut voir qu'à chaque 500 points, on peut en tant que chef on peut dépenser de la renommée pour débloquer un héritage. Chaque héritage va donner des bonus et voilà, on a des héritages en rapport avec des activités, la guerre, la loi, la ruse, le sang, l'érudition, la gloire et la parenté. Et plus on va avancer... Ah non, je crois que c'est à chaque 500, c'est général. Oui, j'allais dire une connerie. En fait, à chaque 500, même si je choisis par exemple ici l'héritage qui s'appelle
plutôt équitable, qui va me donner des bonus d'opinion et qui va diminuer le coût de la chasse et du festin, bah avec 500 points de renommée en plus, je pourrais non seulement choisir un autre héritage dans la même rangée, mais en plus je pourrais choisir le prochain. Plus vous avancez, le coût il reste le même, ça augmente pas. Le coût du prochain héritage du même domaine, on va dire. Et là, à chaque fois que vous allez prendre un héritage, bah là, ça sera marqué. Donc, si vous prenez un héritage dans le domaine de la guerre, bah il sera marqué là. Ça vous évite d'ouvrir, d'afficher les héritages, justement. Ensuite, vous avez l'onglet catholique où il vous ouvre même la carte des religions. Ça vous donne plus d'informations sur votre religion, sur ce qui est permis, ce qui est pas permis, les doctrines, etc. Bon, ça c'est pas très utile pour nous parce que je prétends changer de religion. Je prétends créer ma propre religion. Et c'est pour ça que la religion fait partie de mes défis. Donc, on va pas se concentrer sur le catholicisme là maintenant. Ça sert à rien de retenir les informations. Et il y a la culture justement où la culture, je l'ai pas créée. C'est une culture qui existe déjà dans le jeu. Mais il n'y a aucun pays, comme vous pouvez voir dans la carte des cultures, il n'y a aucun pays qui a cette culture comme culture principale, même pas notre propre territoire. C'est pour ça que j'ai fait propager la culture avec mon intendant. Et en gros, notre but, ça va être de propager notre culture le plus possible. La culture, je l'ai choisie vraiment au bol, c'est juste parce qu'il n'y a pas de pays qui a cette culture-là dans le monde. Mais éventuellement, je prétends créer une culture, voire changer de culture. C'est possible ou pas, ça dépend. C'est pas, je m'en fous un peu de la culture là pour l'instant. Et en gros, voilà, ça c'est tous les onglets que je vous ai montré. Là en bas, il y a la date. Là, il y a la vitesse que vous pouvez choisir. Vous pouvez alterner ici les cartes, les modes de cartes. Donc là, on a les pays qui sont montrés. On a les duchés, les royaumes et les empires. Ça, c'est les empires qui peuvent être créés. Ça ne veut pas dire qu'ils existent déjà. Ensuite, vous avez la carte de religion, culture. Vous avez les maisons. Ça veut dire les maisons qui... Je pense que c'est les maisons qui dominent, on va dire, les territoires. Mais je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Et après, là, il y a des cartes supplémentaires qu'on va pas vraiment toutes les voir. La plus importante, c'est la carte d'épidémie, où on peut voir les maladies qu'il y a dans le monde. Pour l'instant, il n'y en a aucune, mais quand il y en aura une qui va spawn, on va pouvoir la voir ici. Et là, c'est pas important. C'est pas important, pour l'instant, on va pas l'utiliser. Si j'utilise, je vous dirai au moment où je vais l'utiliser, justement. Là, il y a le menu. Et là, il y a l'encyclopédie, justement, pour chercher une information au cas où vous avez un doute. Ça fait déjà beaucoup de minutes cette vidéo, ça a vraiment été l'explication d'interface. La prochaine vidéo, on va déjà commencer à jouer, vous allez voir, le jeu il est vraiment incroyable. En tout cas là c'était plus on va dire un prologue, où vraiment j'explique l'interface du jeu et tout. Donc voilà. Prochain épisode, ça va vraiment être le vrai épisode où on va commencer le gameplay. Donc merci d'avoir regardé. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, ça va beaucoup m'aider. Et on se voit à la prochaine.